Donc, très contente de vous retrouver ce midi. Je n'ai pas animé ce webinaire depuis plus de 2 ans, voire 3 ans, parce qu'on est déjà en 2026. Donc, c'est avec grand plaisir que je reviens avec cette thématique aujourd'hui. Donc, on a également un invité spécial avec nous. Je vais commencer par rappeler à qui s'adresse le webinaire plus spécifiquement. Donc, on a conçu ce webinaire pour tout salarié dans le domaine des TI qui est en pleine réflexion, qui considère quitter son emploi pour se lancer comme consultant. Il y en a qui le sont déjà peut-être depuis peu. Ils veulent comprendre comment tirer profit de leur statut. Il est possible également que vous ne soyez pas en TI, mais que vous soyez salarié ou travailleur autonome, puis vous voulez un peu comprendre les avantages de l'incorporation de façon globale. Bien qu'aujourd'hui, on a vraiment créé le contenu autour du statut de consultant TI. Pour ceux peut-être qui ne sont pas familiers avec TI, c'est pour technologie de l'information, donc c'est vraiment spécifique à un domaine d'activité, une conjoncture spécifique au Québec. Donc, pour ceux qui participent à ce webinaire et qui n'ont jamais participé à mes webinaires dans le passé, je me présente. Mon nom est Anne-Edma Louis, avocate fiscaliste. J'ai fondé le cabinet Amelia Avocat il y a bientôt 11 ans. Et l'objectif du cabinet, c'est d'aider les entrepreneurs à structurer leur entreprise dès le début pour protéger leurs revenus, réduire leurs impôts, maximiser leurs investissements. Et on a aussi beaucoup de clients qui sont investisseurs immobiliers, donc on aide à structurer autour de ça. Donc, on aide avec tout ce qui est démarrage, révision, négociation de contrat. On a des clients aussi qui font de l'achat d'entreprise, de la vente d'entreprise et de la planification fiscale. Aujourd'hui, je serai accompagnée avec moi d'un consultant, justement, qui va apporter sa perspective sur le terrain et son expérience pour avoir fait la transition de salarié à consultant. Donc, je vous présente Yacine. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous ce midi. Effectivement, à Nedma, je suis consultant depuis maintenant 18 ans, une bonne partie en tant que salarié. Donc j'ai travaillé principalement pour des grands cabinets de conseil en France, en Europe, ainsi qu'au Canada. Je me suis spécialisé depuis quelques années sur le volet des grandes institutions financières et bancaires, principalement également avec des institutions côté assurantiel et une petite expérience dans le secteur de l'énergie. Je suis incorporé, donc j'ai créé ma propre société depuis 2021. Le temps passe vite, ça va déjà faire 5 ans et donc j'accompagne aujourd'hui donc les consultants donc, dans une offre de coaching. On va avoir l'occasion d'en parler au cours de ce webinaire pour faire le saut, passer de salarié à consultant incorporé. J'ai écrit un livre qui, je pense, pourrait vous intéresser, qui s'appelle «Pourquoi le succès salarial devient votre pire ennemi en 2026». Et donc c'est un livre blanc que je mets à disposition gratuitement des différentes personnes que je rencontre autour de ce sujet. Donc très heureux d'être avec vous ce midi. Merci. D'ailleurs, c'est un bon point. Si tu veux, tu pourras me le partager. Comme ça, je pourrais le mettre dans les ressources à la fin du webinaire. Avec grand plaisir. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. La raison pour laquelle on est réunis aujourd'hui, c'est parce que il y a certaines raisons qui font en sorte que se lancer comme consultant incorporé, donc vraiment quitter le salariat pour être à son compte, s'avère de plus en plus pertinent. Donc, Yacine va nous partager sa perspective, à savoir pourquoi est-ce que maintenant est une bonne période pour le faire et pourquoi aussi éviter d'attendre en fait trop longtemps en vain, du moment où vous êtes expérimenté, bien entendu, mais je te laisse prendre le relais. Effectivement, c'est le bon moment d'un point de vue conjoncturel, d'un point de vue structurel sur le long terme et d'un point de vue personnel. Donc, si je regarde un petit peu conjoncturellement, on est tous frappés par la guerre actuellement. Les coûts des matières premières s'envolent de manière générale et on le voit personnellement, directement, quand on le fait plein directement, à plus de 2 dollars le litre dans certaines stations de service au Québec actuellement. Donc en fait, le coût de la vie au Québec devient de plus en plus difficile et malheureusement, les salaires ne suivent pas cette progression. Et en fait, en devenant incorporé ou en tout cas entrepreneur, on libère de la marge et on dispose d'une marge supplémentaire d'un point de vue financier. On va vous détailler tout cela au cours du webinaire. La deuxième raison, c'est que le plafond de verre fiscal du salariat
C'est qu'au Québec, bah, vous le savez, on est en pleine période des impôts. Vous avez dû recevoir certains déjà vos avis de cotisation. Plus on gagne en termes de revenus d'un point de vue salarié, plus le taux d'imposition marginal et moyen augmente également. Donc, c'est difficile d'épargner, même si on a de beaux objectifs et puis euh, une belle discipline, devrais-je dire, dans ce domaine. Parce que tout simplement, l'impôt passe en premier dès que vos revenus sont perçus. La logique de l'incorporation est différente, on va vous expliquer le mécanisme, mais effectivement, c'est intéressant de passer côté incorporé. Et enfin, l'incorporation permet d'accumuler ce que moi j'appelle un petit trésor de guerre de manière globale et qui permet d'être réinvesti directement dans votre société sans avoir à vous distribuer ses revenus. Donc, c'est un mécanisme qui permet d'investir beaucoup plus rapidement, beaucoup plus sainement et qui présente un certain nombre d'avantages. 100%. Et justement, au fur et à mesure des dernières années, j'ai rencontré beaucoup de consultants, plus d'une centaine. Il y a certaines questions qui reviennent beaucoup de ceux qui ne prennent pas tout de suite action. Je peux comprendre que c'est différent et ça peut être assez effrayant de l'idée d'avoir cette forme de stabilité d'emploi. Mais du Mm. moment où un consultant ou un employé, du moins, a une bonne expérience solide et qui peut se distinguer, j'ai l'impression que c'est un saut à faire, du moins pour gagner financièrement en termes de liberté. Donc, de ton côté, peux-tu nous partager les obstacles ou les freins que tu as pu voir auprès de tes Mm. pairs? Oui, complètement. Puis au cours des activités de coaching que j'ai eues, des discussions et des personnes que j'ai rencontrées au cours de ma carrière, l'un des obstacles qui revient, c'est si je ne trouve pas de mission et si mon contrat s'arrête. Donc cette première objection, en fait, elle n'est pas fondée tout simplement parce qu'on ne s'incorpore que si on a fait ses devoirs avant. C'est-à-dire qu'on regarde si on a une perspective sur le marché, si on a un taux qui est intéressant et si nos compétences propres sont adaptées au marché. On ne se présente pas de la même façon qu'un développeur que pour un chef de projet ou pour un analyste d'affaires ou un analyste fonctionnel. Ça dépend vraiment de vos compétences, etc. Et donc, on fait un diagnostic et on fait une étude de marché complète avant de se lancer. On ne se lance pas, on ne s'incorpore pas, on ne lance pas de coûts légaux et de structures très importants avant d'avoir vérifié son marché de manière globale. Et pour vous donner un exemple, moi, ça fait 18 ans que je travaille en tant qu'analyste d'affaires. Et en 18 ans, j'ai eu 10 jours de préavis, en fait, de chômage sur cette période-là, tout simplement parce que un mandat s'était arrêté. Mais en moins de 10-12 jours, j'ai été capable de retrouver une mission de manière globale, tout simplement parce qu'il faut aussi prendre certaines préventions, enfin certaines mesures. Il faut rester actif un petit peu sur les réseaux sociaux, maintenir son réseau avec quelques recruteurs mais avec des recettes très simples, avec quelques points clés à respecter, on réduit considérablement le risque d'intermission et il n'y a pas plus de risque que d'être salarié de manière générale. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je ne veux pas passer des semaines à gérer de l'administration, puis je vous rassure, moi non plus. J'ai une petite fille, j'ai une vie de famille, je passe pas mes week-ends non plus à gérer tout ce volet-ci. On peut mettre en place un certain nombre de routines, des outils, notamment en termes de réconciliation bancaire. Il y a plein d'outils qui existent pour automatiser un certain nombre de choses dans votre gestion quotidienne. Donc en mettant les bons outils, les bons process dès le départ, vous optimisez en fait toute la durée de vie de votre société sans avoir à y passer des heures et des heures. Et puis, quel taux horaire dois-je proposer? Ça fait partie de l'étude de marché que je fais. Donc, vous avez la possibilité de le faire vous-même, tout simplement en appelant plein de cabinets de conseil, d'intermédiation sur le marché. Il y en a plein, hein. Je vais pas faire forcément de la publicité, mais on a des grands groupes canadiens comme CGI, mais il y a Cofumo, il y en a plein. Alicia, une simple recherche sur Google nous permet de lister ça. En plus, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez avoir une étude de marché complète aujourd'hui de façon très rapide. Donc, vous pouvez prendre votre téléphone, les appeler, négocier.
Ça prend du temps. Puis dans mon offre et de manière générale, j'ai déjà travaillé avec ces relations, donc je vous fais gagner du temps en tapant directement aux bonnes portes dans votre prospection en tant que telle. Mais c'est tout à fait à la portée de n'importe qui est un petit peu discipliné, structuré et qui fait ses devoirs correctement. 100%. D'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas à commenter certains d'entre vous si vous avez des questions ou si vos obstacles n'ont pas été ceux qu'on a identifiés ici. D'ailleurs, on aura une période de questions-réponses par la suite. Donc, si vous avez des questions comme à partir de quel moment est-ce que je peux considérer que j'ai assez d'expérience ou autre, n'hésitez pas à les laisser dans la discussion, puis on pourra regarder le tout à l'heure. Cela étant dit, avant qu'on continue, j'ai beaucoup fait référence à consultant incorporé, 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 puis on a parlé des bénéfices de l'incorporation un peu, mais j'ai pas forcément mis en lumière quelles sont les options qui s'offraient à vous et pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur l'incorporation plus spécifiquement. Dans ma pratique, j'ai rencontré uniquement un consultant qui était travailleur autonome. Autrement, ils sont tous incorporés. Donc, je vais quand même partager rapidement la distinction pour que vous ayez une vision d'ensemble. Mais concrètement, si on n'est pas incorporé, mais qu'on est consultant et qu'on n'est pas salarié, mais on est travailleur autonome. Donc, ça veut dire qu'on facture et ce sont les revenus qui sont ajoutés à vos revenus en tant qu'individu. Ça veut dire que c'est un peu comme aujourd'hui, c'est un taux progressif. Donc, plus on génère de revenus, plus on paie d'impôts. Par contre, il y a certains inconvénients. On n'est pas protégé en termes de responsabilité personnelle. Donc, si on commet une erreur ou quoi que ce soit, c'est notre patrimoine personnel qui en prend un coup. Et voilà. Donc, c'est assez simple à commencer parce que demain matin, vous pourriez avoir un contrat, vous facturez en votre nom, vous vous inscrivez à la TPS TVQ, puis voilà. Créer une incorporation, bien entendu, ça exige d'avoir une entité qui est séparée, un compte bancaire qui est séparé, on doit faire notre déclaration de revenus, etc. On en parlera tout à l'heure. Mais là, ce qui est intéressant, c'est en termes de taux d'imposition. Donc, le taux d'imposition, il va être fixe. C'est une société qui facture et vous en êtes salarié et actionnaire. Donc, ça vous octroie plusieurs bénéfices dont on discutera encore tout à l'heure, mais la société, elle facture et elle peut déclarer ses propres dépenses. Le travailleur autonome aussi, il a ses propres dépenses qui sont les mêmes. Mais la société va d'abord encaisser les revenus bruts. Elle va payer toutes ces différentes dépenses. Ensuite, elle va vous verser un salaire ou pas, parce que j'ai rencontré aussi des consultants qui sont salariés et consultants, mais ça, c'est un sujet pour un autre jour, mais qui sont en mesure de vraiment maximiser sur tous les plans. Et dans leur cas, ces clients-là me disent qu'ils ne se versent pas de salaire. Donc, ils utilisent vraiment leur société comme étant une forme d'épargne, ce qui fait en sorte qu'ils ne paient que le 20% et on reporte l'impôt sur les revenus perso. Donc, c'est ce que ça veut dire, le report d'impôt, c'est que vos revenus personnels vont être imposés, vous payerez de l'impôt personnel au moment où vous allez effectivement vous payer. Aussi, c'est la société qui est responsable des actes qui sont posés par le consultant. C'est donc son propre patrimoine qui n'est pas le vôtre. Bien qu'il y ait des frais de démarrage plus élevés, entre guillemets, c'est propice à de plus grands avantages. Donc, c'est pour ça qu'on met beaucoup l'accent sur l'incorporation parce que si je reviens à l'unique salarié, non, pardon, l'unique travailleur autonome que j'ai rencontré qui était travailleur autonome et non incorporé, on s'est rencontrés justement parce qu'il payait beaucoup trop d'impôts et il s'est aperçu par la suite que l'incorporation aurait été de mise. Mais dans les autres cas, dans tous les cas, les agences exigent une incorporation de toute façon. Donc, maintenant qu'on a mis la table par rapport à ça, pour ceux qui sont plus visuels, je vous partage une distinction, mais visuelle. Donc, si on revient à notre travailleur autonome, donc dans son cas, il se retrouverait ici à donc générer des revenus. Il fait ses déductions sur les dépenses qu'il a eues. Et l'ensemble des profits générés sont considérés comme ses revenus, sans possibilité de plafonner en disant, mais j'avais seulement besoin de 50 000, j'en ai généré 100 000, qu'est-ce que je fais de la différence? Donc, tous les profits sont imposables et représentent la rémunération et toute autre forme de revenu. Donc, si on est également investisseur immobilier ou si on a également un salaire, ben, on vient combiner le tout et être imposé au tout progressif. Lorsqu'on a l'incorporation, donc l'incorporation reçoit, elle perçoit les recettes, donc nos revenus,
moins nos dépenses, incluant le salaire qui est une dépense. On a les profits qui sont imposés à 20%. Et nous, en tant qu'individu, on est imposé seulement sur ce qu'on a vraiment déclaré comme étant nos revenus imposables. Maintenant, lorsque vient le temps de créer sa société, comment ça fonctionne, par où commencer, on recommande toujours de commencer par le plus important et c'est la recherche de mission. Donc, dis-moi, comment est-ce que toi tu vois les choses par rapport à cela, Yacine, ou qu'est-ce que tu recommandes comme ordre pour faire les choses? Non, je suis 100% aligné avec toi. La recherche de mission reste la priorité. La partie prospection commerciale est importante et surtout, il faut changer de logique. Vous n'êtes plus des demandeurs d'emploi, mais vous êtes des offreurs de services. Donc, il faut revoir votre offre commerciale, il faut revoir votre profil LinkedIn. Les CV aujourd'hui, tels quels, en mode salarié sur une ou deux pages, en tout cas dans le domaine TI, je ne parle pas des autres domaines, mais dans le domaine TI, ne sont, sont très peu considérés. On parle de dossier de compétences, donc on veut vraiment des CV très détaillés avec la méthode STAR, donc la mise en contexte, les différentes tâches qui ont été réalisées, le gain obtenu, quel a été votre impact en tant que tel, parce qu'on veut démontrer au client quelle valeur on peut lui apporter. On a des taux de facturation qui sont plus élevés, donc il faut démontrer une valeur réelle pour le client. Donc ça, c'est important. Donc je dirais que la recherche de mission est importante, mais pour rechercher une mission, il faut retravailler tout le profil commercial, votre présentation et le profil LinkedIn. Je dirais que c'est les priorités avant de se lancer dans n'importe quelle incorporation. Puis, dans la foulée aussi, lors de votre recherche de mission, on parlait tout à l'heure de connaître son taux horaire. C'est très, très important de connaître votre valeur et le taux que vous allez obtenir avec la mission parce que je n'ai pas préparé de slide à cet effet, mais c'est très important que pour bénéficier des avantages de l'incorporation, il faut aussi que le taux que vous aurez couvre amplement votre coût de la vie. Donc, naturellement, lorsqu'on fait la transition vers l'incorporation, c'est parce qu'on va gagner plus d'argent, mais c'est possible que certains nouveaux consultants aient des engagements financiers très importants ou autres qui font en sorte Mm. qu'ils avaient déjà un budget ou un coût de la vie qui était peut-être plus important que leur revenu en tant que tel. Donc, je prends quand même le temps de spécifier que, et généralement, les consultants que je rencontre ou les salariés que je rencontre, ça peut être à différentes phases. J'en ai qui viennent me voir parce qu'ils ont trouvé la mission, ils veulent qu'on révise le contrat et qu'on crée les corporations très rapidement. Mais j'en ai aussi rencontré récemment qui m'ont contacté pour pouvoir les accompagner dans leur étude de profitabilité, dans le sens que finalement, on a regardé si on prend en considération une incorporation, le taux d'imposition, le taux d'imposition personnelle en fonction de leurs besoins. Alors, ils me disent, j'anticipe, exemple, un taux horaire entre 90 et 110, qui est très large sur ce que je vois sur le marché, mais j'ai besoin de savoir où est mon prix plancher parce que voici combien je veux me payer, voici combien j'estime d'avoir de dépenses pour l'entreprise, voici combien j'aimerais épargner par année. Donc, à ce moment, on peut regarder, OK, ben, si je calcule l'impôt que tu devras payer avec la société, ton impôt perso, les cotisations sociales si c'est un salaire versus tes dividendes, ben, qu'est-ce qui fait du sens? Comme ça les aide, puis ils peuvent arriver en disant, ben, mon plus bas, ce sera 100 $ parce qu'en bas de ça, je trouve que c'est un peu moins intéressant, entre guillemets. Et tu as entièrement raison parce que ça permet de déterminer son coût de vie. On n'a pas tous, on ne fait pas tous face aux mêmes responsabilités. Certains ont des enfants, d'autres ont des dépenses et doivent sortir plus de liquidités de leur entreprise pour entretenir leur maison, ou alors ils ont prendre soin de ses parents. Bref, on a des réalités qui sont très différentes et c'est important de le faire, cet exercice. Définitivement, je pense qu'en étape 1, puis la prochaine fois, je le mettrai comme une étape aussi, ou simultanément, ou même, ouais, simultanément, c'est non seulement de rechercher puis de trouver votre taux, mais c'est aussi de connaître votre coût de la vie, parce que c'est très important pour vraiment bénéficier de l'ensemble des avantages dont on parle aujourd'hui. Donc, en étape 2, on peut maintenant aller de l'avant avec une incorporation qui peut être provinciale ou fédérale. Franchement, 99,9% de mes clients optent pour une incorporation provinciale, c'est amplement suffisant, à moins que vous ayez
possibilité d'éventuellement aller vivre en Ontario ou à Saskatchewan, c'est plus facile de amener votre société avec vous dans une autre province si elle est fédérale. Mais autrement, aucun avantage fiscal d'opter pour une incorporation fédérale. Il faudra quand même vous immatriculer au Québec de toute façon. Le faire seul ou pas le faire seul, c'est la question existentielle. Beaucoup de consultants que je connais, de par leurs caractéristiques ou leur profil, ont tendance à faire les choses eux-mêmes parce qu'ils sont capables de comprendre les choses ou ils aiment faire les choses eux-mêmes. C'est un trait de caractère que j'ai remarqué. Donc, j'en ai rencontré beaucoup qui s'incorporent seuls et ensuite, on se rend compte quelques années plus tard parce qu'il faut faire des changements. Alors oui, c'est faisable. Tout le monde sait que ça se fait sur le registre des entreprises du Québec. Est-ce que je le recommande? Pas forcément. Dans la présentation d'aujourd'hui, je ne vais pas trop parler de comment se projeter dans 3 ans ou 5 ans en tant que consultant, mais Mm. pour ceux qui m'ont suivi dans le passé, vous savez que je recommande souvent d'avoir ce qu'on appelle une société de gestion, une holding. Donc, beaucoup de mes clients qui optent pour la holding sont des consultants qui ont accumulé plus de 100 000 $ et qui projettent de continuer, puis veulent faire une distinction entre leur épargne accumulée et leurs activités de conseil. Tout pour dire que lorsque vient le temps, à ce moment de créer cette holding, forcément, moi, je dois toucher à la société originale et 100% des fois, on se retrouve à devoir modifier les statuts. Les statuts étant ce que vous générez avec le gouvernement, donc ça crée des coûts supplémentaires. Donc, si quelqu'un veut se projeter sur le long terme puis veut être prêt pour une éventuelle structure qui évolue, je recommande de le faire avec un accompagnement. Si vous ne pensez pas que ce serait nécessaire, alors vous pouvez toujours le faire vous-même. Ce que je ne recommanderais pas de faire vous-même, et je ne l'ai pas mis comme étape, mais c'est une étape également, c'est de faire réviser votre contrat. Donc, une fois que vous aurez trouvé la mission, vous allez recevoir votre offre de service avec le contrat, etc. Et c'est important de le réviser. Souvent, ça se fait en même temps que l'incorporation. Donc, pendant qu'on fait les démarches administratives, j'accompagne le client pour faire la révision des clauses et on va en discuter plus longuement tout à l'heure par rapport aux clauses. Maintenant, l'étape 2, qui aurait dû être une étape 3 visiblement, c'est de définir votre fin d'année. Donc, lorsqu'on est entrepreneur, ça veut dire que vous avez la possibilité de choisir quand vous clôturez votre exercice financier. On n'est plus sur une fin d'année qui est toujours au 31 décembre, comme les particuliers. On n'est pas sur une année civile standard. Quelqu'un qui s'incorpore le 1er mai peut choisir comme fin d'année le 30 avril. Et je recommande de choisir une date de fin d'année qui n'est pas le 31 décembre, car les comptables sont occupés du 31 décembre jusqu'au 30 avril en ce moment. Donc, c'est la saison des impôts. Donc, quelqu'un qui a une fin d'année au 28 février, pire date, ne vous attendez pas à ce que le comptable soit disponible pour parler avec vous au 1er mars. Ça va attendre le mois de mai. Donc, idéalement, soyez stratégique. Et ce qu'il faut savoir pour ceux qui sont intéressés, il faut juste savoir que on n'est plus dans la même routine en termes de échéance fiscale. Donc, si quelqu'un a une date de fin d'année au 30 avril, il aura 2 mois pour payer ses impôts au Québec, donc 2 mois après le 30 avril, et 3 mois après le 30 avril pour payer son impôt fédéral. La première année, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas d'impôt à remettre. Après la première année, il faut verser des acomptes provisionnels, donc vous allez payer quand même tout au long de l'année. Mais c'est bon pour la première année, vous avez beaucoup de cash qui s'accumule rapidement, qui n'est pas tous le vôtre. Et vous aurez 6 mois après le 30 avril pour produire la déclaration de revenus. Donc, on est sur d'autres échéances. C'est très différent des particuliers qui ont le 31 décembre comme fin d'année et le 30 avril comme date limite pour produire ses impôts. Et ensuite, on a la TPS-TVQ qui devient nécessaire dans tous les cas. Je sais que certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de 30 000 pour que ce soit obligatoire ou pas. On n'est plus dans cette optique. Lorsqu'on est dans un contexte de consultant TI avec les agences, il faut s'inscrire à la TPS-TVQ, mais ça amène quelques avantages dont Yacine va pouvoir vous parler. Oui, alors c'est effectivement, vous avez normalement, on doit faire un suivi complet de la TPS TVQ au réel, donc en gros ce qu'on a collecté versus ce qui est déductible, et puis de déclarer la différence ou de payer la différence.
pour les consultants TI, et puis c'est peut-être valable également pour d'autres domaines d'affaires ou d'autres métiers, il existe ce qu'on appelle la méthode simplifiée. Donc là, vous n'êtes plus tenu de tenir compte avec un journal en tant que tel de ce qui a été collecté, de qu'est-ce qui a été déductible, etc., à la fois pour ATPS, TVQ. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous collectez, le gouvernement, en fait, ou les autorités fiscales vous rétrocèdent une commission. Donc, par exemple, vous collectez 15%, et en fait, en réel, vous ne payez que 11,5 ou 12%. Donc, le delta, c'est pour vous remercier, entre guillemets, d'avoir participé à l'effort fiscal du pays et de tenir compte et de garder et vous gardez en fait ce montant en tant que tel qui vient s'ajouter à vos revenus. Donc on estime autour de 4 500 $ en moyenne par tranche de 100 000 $ facturés qui retournent dans vos poches directement. Vous payez effectivement de l'impôt à hauteur de 20%, 20,5% sur l'impôt sur les sociétés sur ce montant qui s'ajoute, mais c'est un gain fiscal par rapport à quelqu'un qui devrait faire une déclaration au réel sur la partie TPS-TVQ. Vous me direz pourquoi on a cet avantage? Ben, en fait, tout le monde est gagnant. Le gouvernement ne passe pas son temps à faire des redressements ou des audits de toutes les structures pour voir que tout le monde est OK. Puis du coup, l'entrepreneur aussi ben, a un gain en termes de gestion qui est plus facile parce qu'il y a moins de suivi sur ce volet-ci. Donc c'est une disposition et un petit bonus qui est quand même très appréciable, sachant qu'un consultant avec un taux autour de 100-105 dollars sur le marché frôle presque les 200 000 $ de chiffre d'affaires dans son incorporation. Donc c'est un petit bonus sympathique de fin d'année. 100% auquel on n'a pas droit, nous, en tant qu'avocats, ni les comptables. Mm. Donc, franchement, c'est spécifique vraiment. Il y a un maximum de 400 000 $ de chiffre d'affaires pour être éligible également. Oui. Mais voilà. On a donc en parallèle l'inscription à la TPS-TVQ et Oui. l'inscription aux déductions à la source qui est obligatoire avant de verser un salaire. Donc, si quelqu'un sait qu'au jour 1, il va se verser un salaire, il devrait le faire directement. Autrement, il peut attendre à tout moment lorsqu'il sera prêt à se verser un salaire. Ensuite, on vient ouvrir le compte bancaire. J'ai mis en parenthèse financement parce que qui dit compte bancaire dit quand même opportunité d'obtenir une carte de crédit corporative, une marge de crédit si possible. Donc, allez chercher les produits financiers qui vous sont proposés. Ça peut toujours être utile, même si vous n'estimez peut-être pas avoir besoin d'une marge de crédit parce que vous avez très peu de dépenses. Mais si l'option vous est présentée, c'est mieux de déjà régler cela et d'aller chercher le maximum que de réaliser plus tard que finalement ça aurait pu être intéressant. Et après, ben, les assurances. Donc, je vois souvent dans les contrats qu'on demande aux consultants d'être assurés. Ce ne sont pas tous mes clients qui le font. Des fois, ça dépend de la nature des services qu'ils rendent. Et toi, Yacine, pour ta part, est-ce que tu vois ça comme étant systématiquement requis? Est-ce que tu recommandes une assurance? Est-ce que c'est requis? Tu l'as bien dit, ça dépend de la nature des activités de chacun, de son exposition au risque en tant que tel. Pour ma part, moi je n'en ai pas. J'ai pas pris d'assurance professionnelle tout simplement parce que je suis analyste d'affaires de manière globale. Euh, donc en tant que tel, mes livrables et mes documents sont forcément revus en interne par à la fois mon PO, le chef de projet, et tout est approuvé. Donc vu que je ne travaille que sur des logiciels d'affaires, etc., le risque professionnel est inexistant. Mais j'ai vu passer dans le chat rapidement une question sur quel type d'assurance. Ce sont des assurances professionnelles. Donc, il y en a de deux types. Il y a la partie responsabilité générale. Exemple, vous allez au bureau, vous causez un accident, peu importe, bah, vous êtes couvert à titre euh, de votre société en tant que tel, parce que vous causez un préjudice à autrui. Puis après, il y a ce qu'on appelle la responsabilité professionnelle, donc le risque d'erreur ou d'omission. Donc là, par exemple, vous causez par exemple un préjudice dans une application parce que vous avez mal codé quelque chose, ça part en production, puis on doit rembourser les clients, ou alors on crée par exemple un risque en termes de bris de sécurité. Il y a plusieurs types de risques professionnels qui peuvent survenir, et ce sont des assurances spécifiques qui doivent être prises dépendamment de la nature
de, de vos Les services rendus. responsabilités. Mhm. Puis, et j'ai aussi vu le cas où quand vous travaillez, quand vous êtes incorporé, vous travaillez avec une société de placement qui vous fait votre contrat et puis qui vous missionne chez votre client. Il arrive que certaines sociétés de placement ont leurs propres responsabilités, leurs propres assurances d'un point de vue erreur-omission. Ce qui peut être intéressant, vous pouvez négocier avec eux qu'il y ait une extension qui s'applique sur votre contrat. Et donc, c'est aussi un gain que vous pouvez aller chercher de 2 à 3 000 dollars. C'est le prix de ces assurances généralement, parce qu'on part sur des montants qui sont autour de 1 million minimum en couverture. Donc, c'est aussi un gain intéressant à aller chercher en plus de la méthode rapide simplifiée. Euh, Parce que vous avez une couverture qui est payée par un prestataire, par un intermédiaire, puis que vous pouvez bénéficier. Mais toutes les sociétés ne le font pas. C'est à négocier au cas par cas. Parfait. Donc, ça nous amène à la prochaine slide. On a parlé déjà quand même des avantages. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais on a discuté du report de l'impôt et la capacité d'investissement. Donc, concrètement, ce que je disais, c'est que on paie de l'impôt sur ce qu'on a gardé dans la société et ce qu'on ne sort pas, ben, ça permet de l'accumuler. Donc, Yacine, tu peux peut-être partager ta perception ou ta perspective sur ça, sur ce premier point. C'est à mon avis le mécanisme le plus puissant qui existe dans la partie corporative. On crée une société pas pour assurer son train de vie et puis sortir la totalité de l'argent disponible de sa société. Parce que sinon, autant enfin, rester salarié et puis dépenser et payer l'impôt en tant que tel. Mais si on a une vision à 5, 10, 15 ans de ses revenus de manière globale, le report d'impôt vous permet de le faire travailler énormément. Donc après, bien sûr, tout dépend de votre profil d'investissement. Il faut faire pareil ses devoirs en tant que tel. Mais on peut se faire accompagner avec des gestionnaires en planification financière, successorale, en sécurité financière, qui va adapter, qui va étudier votre profil, qui va vous proposer des produits financiers ou autres d'ailleurs, parce que ce n'est pas forcément que des produits financiers. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être d'investir aussi dans d'autres sociétés. Il y a vraiment toute une panoplie. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts et pour tous les profils de risque. Et à mon avis, c'est l'un des meilleurs leviers pour grossir et investir et créer un patrimoine intéressant, tout en étant à l'abri de l'impôt, le temps de constitution et de capitalisation. Puis l'effet cumulatif de l'intérêt, l'intérêt composé prend toute sa puissance à cet endroit-là, parce que les intérêts génèrent eux-mêmes des intérêts, et puis sur 15 ans, on double, on triple le capital qui est disponible dans les sociétés. C'est assez impressionnant. Absolument. Puis ça m'amène à rebondir sur ce point pour répondre à une question dans le chat qui a été les holdings, quand est-ce qu'on le recommande? Donc, concrètement, quand on remarque qu'on a commencé à avoir une belle épargne, qui est un montant qui peut être très subjectif, ça dépend vraiment de chacun, là, mais disons 100 000 et plus, et estime qu'on va continuer à aller à bon rythme, ça peut valoir la peine de considérer la société de gestion parce que ce que ça va venir faire, c'est qu'elle va devenir actionnaire de votre société de service et vous allez pouvoir envoyer les profits accumulés dans cette entité. Donc, ça va vraiment faire une séparation très claire. Donc, ceux qui avaient peut-être un risque avec leurs activités, ils peuvent avoir une assurance, mais une surassurance, ben, c'est de mettre l'argent ailleurs. Ainsi, si jamais il y a un enjeu quelconque avec nos activités, on ne peut pas aller toucher à ce qu'on a accumulé en haut. Mm. Et après, ça amène sur une panoplie d'autres opportunités. Donc, on peut faire des placements. J'ai des clients qui vont investir en immobilier. Il y en a qui sont en train de construire un chalet. Il y en a d'autres qui vont prendre des produits d'assurance plus sophistiqués qui permettent d'investir, mais d'être assurés pour eux et leur famille. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on peut venir faire et c'est vraiment là qu'on ouvre la porte sur encore plus d'avantages qui découlent de ce Mm. statut. Donc, voilà. Maintenant, on a aussi l'avantage de pouvoir déduire une panoplie de dépenses. Dans la prochaine slide, moi, je vous ferai part des exemples plus spécifiques, mais je pense que Yacine peut en dire un peu plus sur sa perspective aussi en tant que consultant qui peut déduire des dépenses d'entreprise.
Oui, alors il y a tout un nombre important de dépenses qui sont des dépenses d'affaires. Donc tout est une question d'équilibre, parce que j'ai vu des consultants qui déduisent tout, vraiment tout, 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 tout. Mais il faut faire attention, il faut rester dans le cadre légal en tant que tel, mais il y a quand même déjà il y a quand même déjà beaucoup de choses à faire. On peut déduire bah, ses frais de comptabilité, des frais de coaching, des frais de recherche de mission, des frais de publicité. Par exemple, les dépenses liées à votre profil LinkedIn sont déductibles en tant que telles. Hmm. Les cellulaires, c'est un pourcentage de mémoire. Ouais, c'est un pourcentage. Internet également en termes d'utilisation. Vous pouvez déduire, si vous payez un loyer, vous pouvez déduire un prorata de votre loyer dans ces dépenses en tant que telles, donc qui est généralement la taille du bureau que vous occupez, parce qu'on est souvent en mode hybride dans le milieu TI en tant que tel. Les frais de déplacement et de transport, il y a vraiment toute une panoplie de dépenses qu'on peut dépenser. Même l'abonnement communauto en taux fixe Mhm. peut être déduit. Je ne parle pas des transports privés, mais je parle vraiment de la partie fixe, parce qu'il y a un coût d'abonnement qui peut être, je crois, de 12 ou 30 dollars par mois. Ça peut être déduit et considéré comme une déduction. Mais tout est une question, effectivement, d'être raisonnable et de respecter le cadre fixé par Revenu Canada. Génial. Puis, justement, je voulais t'entendre dessus parce que j'entends toujours les consultants qui me disent, j'ai rien à dépenser. Et après, le problème, c'est qu'ils ont l'incorporation, leur taux d'imposition est fixe à 20%, Mm. ils ont leur salaire, mais ils trouvent encore qu'ils paient trop d'impôts. Et là, ils me disent, mais qu'est-ce que je peux déduire? Donc, je pense que tu nous as déjà donné pas mal ce que toi, tu déduis. Après, je vais vous Mhm. partager des exemples qui vont venir, mais c'est pas tout qui sera applicable. Ce que je vous partage, c'est ce qui est applicable à tous les entrepreneurs, mais je voulais qu'un consultant dise ce que lui, il déduit, parce qu'effectivement, c'est pas 30 000 $ de dépenses par année, là, c'est, c'est la vie. Non, c'est ça. Mais on ne C'est peut pas la être vie. gagnant sur tout non plus. Et oui, effectivement, comme tu dis, c'est la vie. Ça dépend de votre coût de vie de manière générale. Mais c'est en gros toute dépense peut être justifiée professionnellement. Vous invitez un client, ben, c'est 50% qui est déduit en tant que tel. Donc à manger, et évidemment, il faut que le coût du repas euh, soit respectable, hein. On ne va pas non plus dépenser et dépenser. Tout est une question d'équilibre, mais le comptable est là justement pour vous conseiller, vous Mhm, accompagner. mhm. C'est important. Quand j'entends des consultants qui me disent non, moi j'ai pas de comptable, je fais ma déclaration. Oui, c'est vrai. Techniquement, il n'y a aucune obligation qui impose d'avoir un comptable, mais le comptable vous assure une veille comptable, vous assure un cadre légal et vous assure une protection contre vous-même. Donc c'est ça aussi que l'on paye en tant que tel. Mais il faut faire attention, mais à partir de là, en étant raisonnable et respectueux des lois, il n'y a absolument aucun problème sur ce volet-ci. 100%. Donc ici, j'ai mis un aperçu des dépenses. C'est pas une slide qui est unique à moi. Si vous tapez sur Google dépenses admissibles, vous allez les voir. Donc, je ne vais pas m'attarder du tout sur la question. C'était juste pour que vous ayez une idée. Puis, je vais passer au prochain point. C'est l'avantage. Ici, il y avait la protection du patrimoine personnel. Donc, on n'ira pas plus longuement sur ça parce que concrètement, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. La société, c'est elle qui facture, c'est elle qui offre le service. Donc, ça vous permet de vraiment séparer vos activités de vos patrimoines personnels. Puis, votre rémunération, ben, c'est vous qui la déterminez. Donc, salaire, dividende, prêt, ce sont des options qui s'offrent à vous. Donc, concrètement, j'avais partagé ici quelques slides. Donc, concrètement, si, on ne va pas faire une analyse complète. Il nous reste quelques minutes avant la période de questions. Mais le salaire, il faut savoir que ce serait une dépense pour l'entreprise. C'est pratique dans le sens que ça vous permet de cotiser à tout ce qui est RRQ pour la retraite, congé de paternité, maternité, frais de garde. C'est vraiment standard. C'est un salaire comme vous le percevez en tant que salarié, rien de nouveau. Les banques trouvent que Mm. ça paraît toujours mieux si on veut acheter une maison. Donc, ça, c'est Mm. la continuité de ce que vous avez déjà. Un salaire, sauf que vous pouvez le moduler.
Si vous avez seulement besoin de 3 000 $ net par mois ou 4 000 $ net par mois, vous allez vous verser le brut, faire les cotisations, les retenir à la source et garder ce que vous avez besoin, puis laisser l'excédent. Donc, la beauté, c'est quand même de pouvoir contrôler ce qu'on va se verser comme rémunération. Et vous pourriez opter pour un dividende qui va vraiment aller chercher sur les profits, ou vous pourriez aussi vous prêter de l'argent. Et on en parlait cette semaine avec Yacine. Tu pourrais nous faire un aparté, un bref mot sur le sujet, mais c'est une autre façon de sortir des liquidités, sans parler du point de vue comptable, mais comment toi tu le perçois finalement. Effectivement, en fait, si on est organisé, qu'on a une certaine planification de ses revenus, donc ça implique effectivement de prévoir certaines choses. Après, il y a des coups durs ou des éléments. Je ne parle pas de ce cadre-là. Il existe ce qu'on appelle l'avance à l'actionnaire, un dispositif d'avance à l'actionnaire. Donc, vous retirez en fait de l'argent de votre société et et en fait, le comptable vient faire un retraitement à la fin de votre exercice fiscal qui est intéressant. Et vous n'allez pas comptabiliser ces revenus que vous avez retirés à titre personnel. Et on fait ce qu'on appelle un report d'impôt et vous avez le droit, en fait, vous avez le droit jusqu'à un maximum de 2 ans, effectivement, à la fin du second exercice financier. Donc là, admettons, on est le 30 avril 2026, vous avez jusqu'au 29 avril 2028 pour pouvoir rembourser cette avance à l'actionnaire. Il y a des conditions à respecter, mais effectivement, vous ne payez pas d'intérêt. C'est un prêt à vous-même, en fait, de votre société pour faire face à une situation en particulier. Si vous ne remboursez pas votre société, c'est pas de l'argent magique, hein, ça va s'ajouter à votre revenu personnel et dessus, vous allez devoir payer de l'impôt parce que c'est considéré comme un dividende supplémentaire qui va être versé à l'actionnaire. Mais ça ajoute une flexibilité intéressante. Si vous avez des REER déjà cotisés en tant que tels, ça permet de lisser le coût de l'impôt sur la durée. Il y a plein de stratégies qui existent, notamment en termes de CELIAP, quand on se verse que des dividendes, mais c'est un autre sujet. C'est un petit mécanisme qui existe. On pourrait en parler pendant une heure. Parfait. Donc, pour ceux qui sont plus visuels, concrètement, euh, on a toujours la société qui perçoit les revenus, elle a les dépenses et ensuite, elle va payer l'impôt sur ses profits. Le dividende provient concrètement des profits après impôt. Et le prêt, alors que lui, ben, il sort, mais on paie l'impôt quand même sur la somme parce que c'est pas une dépense, c'est pas un profit, c'est un prêt, donc on paie quand même l'impôt dans la société sur la somme, bien qu'elle soit sortie. Quelqu'un peut considérer les dividendes s'il a un coût de la vie aussi qui est plus bas, parce que si on se paie autour de 30 000 $ à 40 000 $ en raison des crédits d'impôt, ça peut être très intéressant. Mais forcément, c'est pas éligible pour le REER. Donc, c'est vraiment pas le but d'en parler plus longuement aujourd'hui. C'était vraiment juste pour que vous ayez une, euh, un aperçu de ce qui s'offre à vous parce que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire en soi. Maintenant, je vais utiliser mes prochaines 4 minutes, disons, pour parler des contrats, ce qu'il faut négocier avec deux exemples de clauses, puis la perspective de Yacine sur le sujet. Et ensuite, on va prendre les questions qui sont dans le fil de discussion. Donc, lorsque vous allez vous retrouver à avoir une mission, on va vous soumettre un contrat de sous-traitance. Sous-traitant parce que vous êtes sous-traitant à travers l'agence qui a le lien direct avec le client. Donc, le client final n'est pas votre client en tant que tel. Votre client, c'est l'agence. Aujourd'hui, j'en ai pas parlé, mais il y a ce concept d'employé déguisé. J'ai certains consultants qui viennent me voir en me demandant, j'ai un peu peur de ce statut de entreprise de prestation de services personnels. Donc, c'est quelque chose qui existe effectivement parce qu'un consultant qui n'a qu'un seul client qu'il facture tous les mois ressemble parfois à un salarié, mais avec les années, on est quand même venu encadrer le tout. Donc, l'agence existe pour agir comme une forme d'intermédiaire. Donc, c'est pas à l'agence que vous rendez les services, mais c'est l'agence qui vous paie. Ensuite, le contrat, il faut faire attention à comment c'est rédigé. À quel point est-ce que le client final a un contrôle sur la manière dont vous faites votre travail. Donc, c'est là que le contrat doit être bien négocié pour être sûr que ça transparaît cette indépendance parce qu'il en demeure que vous êtes consultant. Donc, vous ne devriez pas être soumis aux mêmes
au même mode de fonctionnement qu'un salarié. Donc, on ne peut pas venir vous dire comment faire, quoi faire, comment le faire exactement, à quel moment, etc., parce que vous êtes indépendant. Donc, dans votre contrat, on va venir délimiter le mandat qui vous est confié, votre taux, les délais de paiement, comment ça fonctionne, en cas de retard, pas de retard, comment est-ce que vous devez soumettre votre temps de travail, puis à quel moment. Et des fois, c'est rigide. Je révisais un contrat cette semaine. Vous avez comme parfois, du moins selon lui, avait une semaine pour soumettre son timesheet. S'il était en retard d'une autre semaine, ils oubliaient. C'est comme si ça n'avait jamais eu lieu. Donc, c'est des détails qu'il faut vraiment regarder. Soit on les négocie pour dire c'est n'importe quoi, ou soit on est vigilant parce que des fois, l'agence veut tout faire pour se protéger. Donc, on va le voir dans quelques instants à quel point est-ce qu'elle veut se protéger, mais l'agence, elle a un lien avec son client, elle veut que le client soit heureux. Après, il y a le consultant qui est le sous-traitant, qui lui est parfois le dernier qu'on prend en considération. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien négocier votre contrat parce que on n'est plus dans une posture de salarié avec un 2 semaines de préavis. On est dans une autre dynamique. Et certes, parfois, c'est ce qui fait peur aux consultants, c'est on n'est plus protégé comme un salarié, mais je trouve qu'il n'y a pas de protection comme salarié. À part 2 semaines de préavis, c'est pas ce qui va vous faire avancer non plus. Donc, ici, vous avez un aperçu des différentes clauses auxquelles il faut faire attention. Mais moi, je vous partage ici donc 2 exemples de ce qu'on a vu en pratique. Et après ça, Yacine pourra vous partager un peu sa perspective de son côté. Donc, parfois, on va retrouver une clause qui dit que vous ne pouvez pas résilier votre contrat unilatéralement, sauf s'il y a un motif sérieux. Dieu seul sait qu'est-ce qu'un motif sérieux, c'est très ambigu. Donc, généralement, je ne vais pas garder ce genre de clause. Je le recommande d'avoir aussi la capacité de résilier parce que vous pouvez être sur un marché. En fait, vous êtes sur un marché, vous offrez vos services, vous allez être sollicité. Il se peut que vous réalisez après 6 mois que vos compétences ne sont pas mises vraiment de l'avant, que finalement, on vous avait promis que vous alliez utiliser X, Y, Z de compétences, mais vous faites W, L, M, P, et ça vous nuit parce que vous n'êtes pas en train d'être sur votre X. Donc, j'ai eu des consultants qui se sont plaints. On leur a promis une vision, un projet, puis là, ils font l'autre chose. Puis l'autre chose, ben, ça fait en sorte qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils mettent à profit leurs compétences et ça peut mal paraître pour le long terme lorsqu'il viendra temps de continuer à se vendre sur le marché. Donc, il faut pouvoir aussi résilier. Euh, vous pouvez avoir trouvé une meilleure offre, un meilleur taux, une meilleure équipe. C'est pas toujours que ça se passe bien. Et aussi, les clauses de non-concurrence, de non-sollicitation peuvent être assez agressives. Donc, il faut s'assurer de limiter le tout. Et Yacine pourra rebondir sur ces points. Effectivement, bah, sur la clause de non-sollicitation, tu as raison. On peut à la fois réduire sa durée, mais on peut aussi réduire à la fois sa portée géographique. Je prends un exemple. La plupart du temps, quand m'envoie un contrat, le contrat, c'est qu'on définit la portée de la non-sollicitation à tout le client. Sauf que tout le client, ça correspond à ses entités légales, à ses entités et à ses filiales, c'est toutes ses équipes. Donc, admettons, je prends des grosses sociétés, vous êtes analyste d'affaires dans un domaine particulier côté bancaire. Si vous vous limitez à la totalité de la portée de chez le client, peu importe, je vais prendre un exemple comme Desjardins, ben, vous vous fermez en fait à tout Desjardins pendant toute la durée de ce mandat. Donc il faut venir en fait la négocier, relire et revoir ce volet-là. Puis souvent, la plupart du temps, les sociétés réduisent leur portée à, au projet ou à l'équipe, ou alors au département. Donc là, vous avez la possibilité de retourner chez ce même client en tant que tel, mais dans d'autres équipes ou dans d'autres départements. Donc ça vous laisse davantage de flexibilité en cas de coupure, par exemple, pour des projets. Les projets peuvent s'arrêter. On vous donne souvent un préavis de 10 jours, hein, dans ce que je peux voir en clause standard. Euh, mais ça vous donne une certaine visibilité, une certaine liberté. Puis l'autre clause que je négocie systématiquement, c'est les clauses d'indemnisation. Donc, vous verrez souvent le terme tenir indemne dans les clauses en tant que telles. Puis en gros, la société de prestation n'est responsable de rien. Vous devez et donc ne vous doit rien s'il cause un préjudice.
Par contre, vous devez les payer pour tout préjudice possible et imaginable qui existe. Donc là encore, vous avez une responsabilité professionnelle, oui, qui s'en tient au mandat. Donc il faut venir limiter la portée de ce montant, enfin de cette clause en termes de montant. Ça peut être en termes de durée également dépendamment de votre positionnement. Puis vous pouvez adapter, on a parlé d'assurance tout à l'heure, vous pouvez adapter un niveau de risque par rapport à la fois en négociant votre contrat, puis en prenant éventuellement des assurances professionnelles si ça s'y prête. Mais en gros, la négociation du contrat, c'est juste fondamental parce que c'est ce qui va vous garantir en termes d'éléments votre protection et puis votre pérennité de votre entreprise. Mm. Définitivement. Donc, c'est une phase qui est très importante. C'est pas négligeable. Je recommande pas de signer sans le faire réviser. Limite, je préfère que quelqu'un s'incorpore sans avocat que de signer son contrat sans avocat, mais bon. Ouais. Parce qu'on est vraiment coincé avec. Mm. Donc, pour conclure, ce qu'il faut retenir de notre présentation d'aujourd'hui, c'est que l'incorporation, lorsqu'on a le bon taux, en fonction de notre coût de la vie, est un levier très intéressant pour gagner en flexibilité. Donc, ça permet vraiment d'avoir des beaux avantages. Puis, je trouve que ça permet d'être un levier pour accélérer l'atteinte de l'indépendance financière. Lorsque c'est bien fait, j'ai vu des gens que ça a complètement changé leur trajectoire de vie parce qu'ils sont capables de bonifier leur épargne et ça change tout pour la suite des choses pour eux. Mais, bien entendu, c'est pas qu'une question d'incorporation. Donc, comme on a dit aujourd'hui, il faut fixer un taux cohérent. Il faut s'assurer de bien négocier son contrat. On a parlé des obstacles au tout début, avoir peur, etc., avoir peur de ne pas trouver de mission, de l'intramission ou intermission, d'avoir trop d'administratifs ou autre. Mais toutes ces peurs, toutes ces craintes, elles se cadrent bien lorsqu'on est bien entouré. Franchement, ça se gère assez bien. Quelqu'un dans le chat à qui je vais répondre tout à l'heure a été consultante et devenue salariée. Sachez que quelqu'un peut faire le saut. J'ai rencontré plusieurs consultants qui ont été consultants, qui ont aimé être consultants, mais ils ont eu une opportunité en or en tant que salarié. Donc, ils ont dit, je vais garder la compagnie ou fermer la compagnie, ça dépend à quel stade elle était. Si elle avait accumulé de l'argent ou autre, puis ils sont retournés travailler. Donc, c'est pas, vous pouvez quitter et revenir. C'est pas définitif, c'est pas quelque chose de final, de fatal. Vous pouvez tester et revenir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pas final en soi. Mais Mm. l'important, c'est de bien s'y prendre dès le départ. Et c'est là qu'on a des gens comme Yacine qui tendent la main à d'autres consultants pour les accompagner parce qu'il est passé par là aussi. Puis, il va prendre quelques minutes pour vous montrer aussi comment est-ce qu'il peut vous aider basé sur son expérience. Oui, bah, en fait, merci Anedma. En fait, ce qui se passe, c'est que globalement, euh, c'est toujours difficile de s'incorporer parce que il y a plein de sujets. Et on en a vu plein. Il faut penser au contrat, il faut penser au taux, il faut penser à la prospection, il faut penser à sa formation également en tant que consultant. C'est important pour pas être désuet dans 1 an ou 2 ans. Il faut toujours avoir un temps d'attente sur le marché. Donc tout ça, ça fait peur. On ne sait pas par où commencer. On a parlé de registraire des entreprises, on a parlé de coûts fiscal, on a parlé de dividendes, de salaires. Donc c'est des thématiques qui n'existaient pas. En tout cas, avoir une offre complète, ça n'existait pas quand je me suis lancé. Puis j'ai créé ce que j'appelle le pack accélérateur TI et premier contrat, qui est en fait spécialement conçu pour tous les professionnels de l'informatique, parce que c'est mon domaine. Euh, mais pour avoir la totalité de cette offre et avoir ce 360 et être accompagné sur tous ces éléments et penser à tout. Euh, donc ça, c'est mon idée en tant que telle. Et puis ça se décline du coup en offre sur la slide 19 par ce que j'appelle des packs en tant que tels. Donc, donc dépendamment de vos besoins, on a différentes offres. On a d'abord ce qu'on a dit, un pack diagnostic qui permet de vérifier le bien fondé économique et de création de richesse. Exemple, vous faites du développement, mais c'est du développement sur une technologie où tout le monde en fait. Donc les prix auront tendance à baisser. Récemment, j'ai un consultant qui m'expliquait qu'en fait, il faisait du développement côté Java, puis il facturait autour de 60, 65. Puis là, je lui ai dit,
de l'heure. Je lui ai dit, c'est pas viable économiquement en tant que tel. Et je lui ai démontré pourquoi ce n'était pas viable par rapport au coût de structure, etc. Puis là, on a retravaillé son positionnement pour qu'il travaille sur des technologies plus économiquement plus intéressantes. Donc, on fait un état des lieux de votre situation, juste d'un point de vue économique et financier, et voir quelles projections on peut avoir. Puis sur les packs structuration, lancement, élite, c'est juste une déclinaison en termes d'accompagnement. On peut travailler toute la partie prospection commerciale. On peut travailler la notion d'orchestration d'immatriculation. Donc, je ne fais pas votre immatriculation. Je travaille avec un ADMA qui va s'occuper de ce volet-ci. Mais en gros, c'est un accompagnement clé en main. On vous met en relation avec des professionnels de vos domaines, donc des comptables, des sociétés de prestations de partenaires avec qui je travaille également. Et puis toute l'activité coaching en tant que telle pour vendre votre offre, etc. Donc voilà, je pense que la slide est quand même assez claire en termes de prestations de services. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on travaille uniquement sur ce dont vous avez besoin. Chaque pack est modulaire et flexible et s'adapte à votre réalité. Puis on pourra vous faire, si cela vous intéresse, faire des estimés très précis en fonction de votre situation. Voilà. Merci. Merci pour ta participation d'ailleurs. Vous allez avoir Merci, des Anne. informations, des coordonnées de Yacine. Il est aussi actif sur LinkedIn. Je vous ai mis déjà son lien dans les courriels de rappel. Je le ferai encore dans les prochains jours. Suite au webinaire d'aujourd'hui, vous aurez un courriel juste de remerciement pour avoir participé. Lundi, vous recevrez l'enregistrement intégral pour ceux qui ont peut-être manqué un extrait et les coordonnées également de Yacine directement si vous voulez poursuivre la discussion avec lui. Période de questions, j'ai commencé à répondre dans le chat. Donc, vous pouvez déjà aller voir. J'ai commencé à répondre. Je vais répondre un peu plus. Peut-être que Maxtronix, je ne sais pas s'il demandait qu'est-ce qu'il proposait aux gens qui sont déjà incorporés. Je laisse Yacine dire qu'est-ce qu'il proposerait aux gens qui sont déjà Oui. incorporés. Eh ben effectivement, en fait, j'ai des gens que je contacte ou qui me contactent et qui me disent, bah moi, je suis déjà incorporé, qu'est-ce que tu peux faire pour moi, Yacine? Bah, Yacine, il peut travailler avec vous sur toute la partie profil LinkedIn, il peut travailler sur la refonte de votre CV. Est-ce que votre CV a complètement son impact au format ATS? Le format ATS, c'est tout ce qui concerne la notion de Tracking System, donc c'est tous les filtres IA qui permettent de filtrer votre candidature automatiquement. Il y a très peu de CV aujourd'hui qui sont complètement optimisés par rapport à ce volet-ci. Donc, ça vous permet d'optimiser votre positionnement chez le client. On peut travailler ensemble sur toute la partie coaching. Je peux vous référer les bons comptables et les sociétés partenaires avec qui je travaille, puisque du coup, quand vous passez par moi de manière globale, ben, j'ai une écoute un peu plus importante que si vous envoyez votre CV de manière générale. Donc voilà, ça se situe par rapport à ça. Je travaille actuellement sur le développement d'une offre ou d'un accompagnement avec des sociétés de placement. Pas de placement d'entreprise, mais de placement financier, pour avoir des référements, donc des références en tant que telles, dépendamment de où vous êtes, si vous avez accumulé plus ou moins de fonds dans votre société. Je ne serai pas associé, c'est vraiment un service que je vous offre et puis vous faites affaire avec la société en tant que telle. On peut simplement boire un café, discuter et voir comment on peut optimiser votre situation. Il y a toujours quelque chose à optimiser. Donc voilà, en tout cas, ça me fera plaisir de vous aider, de vous rencontrer, quel que soit votre statut. Puis si je peux absolument rien faire pour vous, bah, je vous le dirai tout simplement. Voilà. Parfait. Je crois avoir répondu à toutes les questions à l'écrit. Donc, je vous laisse 2 minutes si quelqu'un est en train de taper frénétiquement sur son clavier pour poser sa question. Autrement, je vous remercie pour ceux qui ont participé. Ça se termine. J'ai beaucoup apprécié ta participation, Yacine. Merci encore. Et Merci à toi de puis, m'avoir invité. avec plaisir. Donc, ceux qui souhaitent poursuivre la discussion, vous avez à l'écran ces coordonnées. Pour moi, vous savez où me joindre. Donc, c'était un plaisir. À bientôt. Merci. À bientôt.